Bonjour Rémi, c'est Aziza. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aziza Bouabdallah, je suis la fondatrice d'Educasia. Donc bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, cher Educasia, on vous présente une autre personne qui a suivi un accompagnement avec moi, le programme Phoenix sur 10 semaines en période de transition. Donc voilà, vous allez pouvoir écouter le témoignage de Rémi Largeau. Rémi, bienvenue. Oui, bonjour Aziza, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, moi j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants et j'ai fait appel à Aziza donc pour m'aider, pour m'accompagner pendant plusieurs semaines et à m'aider en fait à comprendre ce qui s'était passé dans ma vie au niveau personnel et au niveau professionnel également, parce que j'ai subi effectivement pas mal de pression au niveau professionnel, de harcèlement moral. Euh, et ça a été très compliqué. Donc, de ce point de vue-là, Aziza m'a énormément aidé à comprendre les choses, à poser également des actions, ou plutôt des intentions, et ça m'a vraiment aidé à évoluer. Et je pense qu'on va en parler en détail après. Ouais. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience professionnelle qui s'est révélée un petit peu désastreuse, surtout vers la fin? C'est la raison pour laquelle tu m'as contactée. Tu étais donc en période de transition quand on s'est contacté. Rémi, tu étais directeur commercial dans une entreprise dont on ne citera pas le nom. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Donc, j'ai été recruté à un poste où je pensais être tout à fait à l'aise. J'avais toutes les compétences pour moi. Donc, j'ai été choisi parmi pas mal de candidats. J'étais très content de rentrer dans cette entreprise qui a une grande renommée. Et finalement, je me suis retrouvé à remplacer un, un homme, mon prédécesseur, donc qui était à cette même place. Et ce monsieur, d'après la direction à l'époque, ce monsieur avait quitté l'entreprise parce qu'il n'était pas compétent et il était décédé de maladie. Or, c'est très différent, enfin le retour que j'ai eu de l'équipe que j'avais à gérer sur le terrain était très différent de ce que m'avait dit la direction, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, non seulement elle était compétente, mais elle n'était pas décédée de maladie, elle s'est suicidée. Donc très rapidement, je dirais qu'au bout d'une semaine, 10 jours, j'ai eu cette différence de version entre la direction d'un côté, l'équipe de terrain que j'avais à gérer de l'autre, et j'ai compris qu'il y avait un petit problème et que ça allait pas ça allait pas forcément être évident, en tout cas pas autant que je le pensais. Donc, bon an mal an, j'ai commencé mon travail et rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait, c'est-à-dire que le travail que je fournissais n'était jamais suffisant pour mon N+1. Et c'était, alors au début, il me prodiguait des conseils entre guillemets, et puis rapidement, les conseils ont été des incitations de plus en plus poussées, jusqu'à me dévaloriser en permanence. Quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille également, c'est-à-dire que ce comportement de ma hiérarchie n'était pas destiné que à moi. J'ai vu en réunion des prestataires de services qui s'occupaient notamment de l'entretien des sanitaires là où je travaillais, parce que c'est un lieu où il y a énormément de sanitaires. J'ai vu le patron d'une entreprise pleurer lors d'une réunion. Nous étions 4, il y avait mon N+1, le N+1 d'un autre service, et ce prestataire, donc chef d'entreprise, et moi. Et ça faisait même pas un mois que j'étais dans l'entreprise. Et le gars qui était très très bien, vraiment quelqu'un qui faisait son travail très correctement, a quitté la réunion. Le gars était en pleurs. Je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que tu as eu des informations par rapport à ce qui s'est passé? Donc j'étais présent à la réunion et je me suis rendu compte finalement que les demandes étaient totalement exagérées. Le gars avait rempli sa mission, c'est-à-dire qu'en plus c'était noté, il y avait des notations, il y avait des grilles d'évaluation ultra précises, et je me suis aperçu, mais je l'ai pas compris immédiatement. Et c'est vrai qu'au début j'ai pas compris
ça se passait comme ça. C'est-à-dire que le but de mon ancienne N+1 et de son collègue, le but c'était de plomber le chef d'entreprise pour tirer les prix au plus bas. Voilà. Quitte à casser du mec, ils s'en foutaient. Voilà, c'est des gens qui n'ont aucune retenue, très clairement. Donc j'ai assisté à une scène assez incroyable où le gars qui avait fait son travail, qui démontrait, qui défendait tout à fait correctement ce qu'il avait fait, les délais d'intervention notamment, tout était bon, et malgré tout, c'était pas assez bon alors qu'il rentrait dans les critères. Et c'était d'une violence inouïe par les mots. C'est quelque chose qui se fait, naturellement chez ces gens-là. C'est-à-dire, on vous descend, on vous dénigre, vous êtes en réunion, c'est fermé, c'est à huis clos, et vous êtes un moins que rien. Et c'est un cycle, c'est-à-dire que ça continue. Et après, quand vous quittez la réunion, on vous dit mais c'est pas grave, t'inquiète, ça ira mieux la prochaine fois. Enfin, on vous souffle le chaud et le froid, mais on vous fait descendre d'un cran à chaque fois. C'est vraiment hallucinant. Voilà. Et donc ça tombe sous la coupe du harcèlement au travail. Si on reprend le code du travail 1152-1. Tout à fait. Je vais même aller plus loin parce que très récemment, c'est-à-dire c'était juste avant les fêtes, j'ai RTL qui m'a contacté à ce sujet-là parce que on a été plusieurs à être dans ce cas-là. Donc un journaliste d'RTL dont j'ai les coordonnées là sur mon téléphone. Qui m'a contacté et je lui ai dit c'est simple, je peux pas témoigner parce que j'ai fini par faire parce que les avocats appellent transiger, c'est-à-dire c'est une transaction financière qui se fait contre mon silence. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai signé cette transaction, j'ai touché de l'argent, je ne peux plus témoigner à charge contre cette entreprise. Sauf si demain un juge d'instruction me demandait d'intervenir. Pour être très clair. Donc, je ne cite pas l'entreprise, mais voilà. Donc, aujourd'hui, tu peux quand même témoigner d'un point de vue humain, de l'expérience. Tout à fait. Tout à fait. Mais je ne peux pas citer l'entreprise, c'est pour cette raison-là. Parce que c'est pas, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Il faut savoir que la RH qui gère plusieurs milliers de personnes aujourd'hui et qui a pris énormément de grades suite à ça. Je l'ai vu en entretien. C'est des gens qui sont vraiment sur la même ligne, c'est-à-dire que c'est d'une fausseté totale. C'est-à-dire que lorsque vous... j'ai eu le cas plusieurs fois, je devais intégrer un service lié au déneigement. Bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais enfin voilà, un service de déneigement. Et j'avais vraiment toutes les qualités. Donc, je passe des entretiens avec la responsable de ce service-là. Ça se passe très, très bien. J'ai parfaitement les compétences pour. À l'époque, je prenais des cours d'anglais. Alors, j'ai pas profité de ces cours d'anglais parce que je les ai pas utilisés. Voilà. J'ai pas utilisé cette compétence-là après. Donc, bon, j'ai un peu perdu, mais j'avais vraiment les compétences pour. Y compris technique, c'est-à-dire représentation de l'entreprise auprès de la FAA, la fédération américaine, de tout ce qui vole aux États-Unis sur des aspects techniques, des aspects sécurité. Donc c'était quand même un poste à responsabilité. On était 3 candidats là-dessus parce que c'était vraiment très spécifique. J'ai été le meilleur parce que j'ai moi-même une connaissance du monde aéronautique. J'ai eu une licence de pilote privé il y a très longtemps. Voilà. Bref. Et donc, cette responsable de service auprès de qui les 3 entretiens s'étaient très très bien passés, a contacté la RH. La RH a bloqué ma candidature et du jour au lendemain, ça a été violent. Je vous explique pourquoi. Cette dame, cette responsable de service auprès de qui ça se passait très bien, on se tutoyait, on se serrait la main. La fois d'après, lorsque je l'ai vue, elle m'a tourné le dos. Je lui ai dit bonjour. Non, mais c'est vraiment d'une violence inouïe. Je veux dire, moralement, c'est incroyable. Elle m'a tourné le dos. Je l'ai appelé par son prénom et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse. Et direct, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est la RH qui est intervenue parce que j'avais déjà eu le cas sur d'autres candidatures en interne que j'avais fait précédemment. Voilà comment se passe le harcèlement. Une entreprise cotée au CAC 40 et qui emploie, je sais plus, je crois que c'est 6 000 ou 7 000 personnes. Voilà.
D'accord. Et c'est un incident qui est quand même passé dans les médias, hein, on en a entendu parler. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, moi j'ai eu à cette époque-là, donc j'avais pas encore signé de convention avec mon ancien employeur. Alors j'étais pas le seul, hein, donc là dans cet article-là, mon nom est cité, mes fonctions sont clairement établies. J'ai des témoignages également de personnes qui étaient dans mon équipe. Certains ont témoigné avec leur nom, d'autres n'ont pas souhaité le faire. Voilà. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué parmi mes anciens collègues, et je tiens à le citer parce que c'est un mécanisme qui est assez difficile à comprendre, c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas le ressort nécessaire pour s'éloigner, pour quitter l'entreprise. Il y a des gens comme beaucoup de mes anciens collègues, enfin les gens que j'ai dans mon équipe, qui se sentent attachés à l'entreprise. Je n'ai pas bien compris pourquoi, et qui ne peuvent pas faire autre chose jusqu'à maintenant que de rester là-bas et de subir au quotidien ce mal-être. Alors c'est un choix qu'ils font, mais c'est vrai que j'ai pas compris. C'est une sécurité peut-être par rapport à l'argent. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais oui, mais Rémi, tu sais qu'est-ce que je vais trouver après, etc. Donc la peur joue en la faveur des gens qui organisent cette mauvaise ambiance, cette terreur, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même au bout d'un moment on dort plus, hein, très clairement. Alors, tu as vécu dans la peur? Tu avais peur de quoi? Oui. D'aller au travail, hein, tous les matins, c'était une boule, mais vraiment c'est phénoménal. Hein, j'ai jamais vécu ça. En fait, j'ai 45 ans, donc je suis rentré en 2015 dans cette entreprise, donc ça fait 7 ans, 8 ans. 7 ans, puisque c'était fin 2015. Ouais. J'ai jamais vécu ça ailleurs. Jamais. Et je pensais pas que ça m'arriverait. C'est-à-dire que Est-ce que pour toi, ça existait, ce genre d'entreprise? Alors justement, je vais en parler. Non seulement ça n'existait pas, et en plus de ça, peu de temps auparavant, c'est-à-dire avant de postuler dans cette entreprise, j'avais vu un reportage à la télé sur France 2 ou France 3, ou la Une, je sais plus, au journal de 20h, où le harcèlement moral était mis en évidence par un reportage qui était très bien fait. Et je me suis dit, non mais c'est n'importe quoi, les gens qui tombent là-dedans, ils le font exprès. C'était ma position, c'est-à-dire que je n'avais pas été confronté à ce problème-là. Et pour moi, quelque chose d'aussi violent, quand on est à l'extérieur, d'aussi visible et compréhensible quand on est à l'extérieur, ça ne pouvait pas exister. Et j'ai été confronté quelques mois après, mais j'ai pas pu raccrocher les wagons. C'est-à-dire que j'ai été dans le déni à un moment. Je ne m'apercevais pas de ma condition à ce moment-là. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le harcèlement moral, tu sais qu'il y a plein de critères de harcèlement moral. Alors, dis-moi un petit peu ce qui va résonner avec toi dans ton expérience à toi. Alors, on parle de critiques, d'humiliation, voire d'insultes. Aussi de te mettre dans un placard, c'est-à-dire que tu n'as plus d'opportunités au sein de l'entreprise. On te fait comprendre que c'est le placard et un point, c'est tout. Il y a un manque de communication, on refuse de communiquer avec toi. On peut aussi te discriminer en se basant sur la couleur, la race, etc. Il y a aussi une absence de direction ou des directions qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'a plus de boussole, hein, on ne sait plus vraiment ce pourquoi on est là. Et aussi, on ne donne plus de travail à l'employé, voire on donne une charge de travail qui est excédentaire. Ou alors des tâches qui n'ont absolument aucun sens aussi. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses par rapport auxquelles je me retrouve, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait d'être dénigré progressivement, d'être mis à l'index très souvent. Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans mon expérience en tout cas. Et du coup, de ce fait-là, quand vous avez une équipe à gérer et que votre N+1 vous dénigre, vous n'êtes plus crédible devant votre propre équipe. En plus, ils le savent très bien. Il peut y avoir. Donc, on se retrouve le cul entre deux chaises, si vous voulez. Et à ce moment-là, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que
la position est impossible à tenir en fait. Et psychologiquement, ça devient très compliqué. Et puis, on est montré du doigt, on est mis à l'index, on est en réunion, on est nommément le responsable des travaux qui n'avancent pas, etc. Enfin voilà. Donc, il y a un manque de respect qui s'instaure et qui devient une institution également. Alors, moi, j'ai l'impression, quand tu parles de ta situation, Rémi, c'est que on a l'impression qu'on a créé un égrégore autour de toi. C'est-à-dire que tout le monde, finalement, est monté contre toi, même ton équipe. Alors, non, quand même pas. C'est-à-dire que l'équipe, si tu veux, elle était là, mais il y avait des gens qui voulaient absolument avoir cette place où j'étais. Dans mon équipe, moi, je le savais pas en arrivant. Je suis arrivé, j'ai postulé, point barre. Et l'équipe, si tu veux, elle était divisée en deux. Oui. Bah, comment ça se passe, hein, très clairement. Donc, c'est au niveau de mon équipe, donc j'ai eu une équipe qui s'est un peu scindée en deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris que j'étais bienveillant par rapport à eux, mais réellement bienveillant, et avec qui j'ai jamais eu de soucis. Et j'ai une autre partie de mon ancienne équipe, mais qui était intéressée par le poste où j'étais, tout simplement. Donc qui trouvaient un intérêt différent et qui m'ont pas forcément facilité la tâche. Et j'ai remarqué que ça se passait donc au niveau des prestataires et au niveau de plein de gens dans l'entreprise, et dont moi-même. Mais au début, comme j'étais dedans, je ne m'en rendais pas compte. Là, j'en parle après coup parce que j'ai compris ce qui s'était passé. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter de m'être fait moi-même prendre au piège, si je puis dire. Peut-être une question d'ego, une question d'incompréhension réelle de ce qui se passe, pourquoi ça va pas. Et puis, comme ce moins plus un qui est vraiment un PN, comment dire, a vraiment tous les aspects, je pense. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va tenter de remotiver et qui va vous descendre juste après. Il va vous remotiver, il va vous descendre juste après. Et c'est comme ça. Comme ça. Et donc, au final, l'état mental, il diminue progressivement. Voilà. Pour simplifier, c'est ça. Alors, donc, j'allais justement y venir parce qu'il y a différents types de harcèlement au travail. Tu as du harcèlement, ce qu'on appelle du harcèlement institutionnel, c'est la façon de procéder de l'entreprise, ou tu as du harcèlement relationnel, c'est-à-dire que parfois tu as des relations qui sont tout simplement malades entre deux personnes au sein d'une entreprise. Voilà. Et parfois, il y a des personnes qui ne savent pas faire autrement que de harceler, que de dominer et d'intimider. Tout à fait. Ce qui me vient là directement, c'est que c'est véritablement institutionnel dans cette entreprise. C'est-à-dire que c'est à différents échelons. Vous avez des objectifs, il faut virtuellement dégager quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème, on va le faire. Dès que vous sortez de ça, vous êtes mal vu. Un point sur lequel je veux insister, c'est que lorsque je suis arrivé, j'avais un de mes collègues, et ce gars-là, il m'a été présenté comme une ordure. Il m'a été présenté comme une ordure par -1, par la RH, etc. Et c'est quelqu'un d'extrêmement minutieux. En fait, quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, ce gars-là, c'est le pire de l'équipe, il faut vraiment... on m'a dit, Rémi, -1 m'a dit, ce Julien, faut le dégager, quoi. C'est une ordure, il n'y avait pas de mots assez difficiles, assez durs pour le décrire. Et moi, bêtement, je l'ai cru. Je me suis dit, ok, si mon chef me dit, ce gars-là, c'est une ordure et qu'il faut le dégager, c'est qu'il a des raisons. Moi, j'arrive dans l'entreprise, j'ai pas de raison de ne pas le croire. Et puis, au fur et à mesure du temps, alors ça a pris pas mal de temps. Je parle en mois, ça a pris peut-être, 8-10 mois. Et on a commencé à discuter. Et je me suis rendu compte que ce Julien, c'était pas une ordure, c'était quelqu'un de réfléchi, qui avait su prendre du recul par rapport à pas mal de choses. Et finalement, il m'a fallu, moi, tout ce temps-là pour m'apercevoir que le Julien qu'on m'a décrit et le Julien que j'avais en face de moi, c'était pas du tout la même chose. Le delta était super important. Ça n'avait rien à voir. Et ce gars-là, en fait, non seulement c'était pas une ordure, mais c'était quelqu'un de compétent, de fiable. Quand je dis fiable, c'est-à-dire sur le plan technique et aussi sur le plan humain. Et qu'il avait beaucoup de réserves par rapport à moi. En fait, j'avais été choisi, je l'ai su après, tout simplement parce que mon profil leur laissait croire qu'ils allaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Tout simplement. Tout simplement que cette personne allait très bien et qu'elle fait juste son travail, en fait, finalement. Exactement.
Pourquoi est-ce que personne n'a réagi selon toi? Alors, parce qu'il y a une pression qui est énorme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît les ressorts psychologiques. Je connais pas sa vie personnelle et franchement, j'en ai rien à faire de sa vie personnelle. Pour être très clair, c'est extrêmement clair. Et en fait, comment je peux dire ça? Dans cette entreprise, le bien-être est quelque chose d'illusoire. C'est-à-dire qu'on va mettre la pression sur quelqu'un. C'est pas pour viser quelqu'un spécifiquement, c'est parce qu'on a quelqu'un à faire dégager derrière et on veut un intermédiaire. Et là, on est dans de l'institutionnel. J'ai un gars qui n'était pas dans mon service. Et là, ce gars-là, j'ai été dîner avec lui ça fait au moins 2 ans. Il a été le souffre-douleur de son équipe pour laquelle il travaillait pendant 20 ans. Il a fini nu dans une poubelle à son travail, filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Et si je témoigne, je veux dire, c'est ce Nicolas, donc je l'ai vu, et alors il a fait voilà, ce gars-là, il a fait une tentative de suicide. Ce qu'il a sauvé, c'est le délégué syndical, le même qui m'a sauvé, Étienne. Et comment ça s'est passé? Donc, il y a eu énormément de harcèlement. Il y a même eu des achats qui ont été faits avec sa propre carte bleue sur le lieu de travail et des petits jouets qui ont été envoyés à son domicile à l'attention de sa femme. Enfin bon, je vous en passe, mais un truc inimaginable. Ce gars-là, il s'est retrouvé moins que rien. Pour lui, pour les autres, c'était un moins que rien, etc. Et forcément, au bout de X années, quand vous êtes dénigré, mis de côté, voilà. Et j'ai eu l'occasion, alors je vais pas dire que je le connais bien, ce serait mentir, mais j'ai eu l'occasion de passer quelques heures avec lui. Et il m'a raconté comment ça s'était passé le soir où il a voulu en finir. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il était dans sa voiture, il s'était isolé. C'est sa femme qui a appelé le délégué syndical parce qu'elle le sentait pas, elle n'arrivait plus à le joindre. Et en fait, il était parti, il avait, je sais pas ce moment où il avait fait son compte, il avait commencé à rediriger les tuyaux d'échappement de la voiture dans l'habitacle, et lui dans l'habitacle. D'accord, il avait picolé et tout. Et en fait, le délégué syndical a appelé la gendarmerie. Il a expliqué le cas. Ils sont intervenus en urgence, ils ont réussi à borner son téléphone. C'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. À 30 minutes près, le gars décédait. Voilà. C'est hyper grave. Maintenant, ça va... Ouais, non, mais quand je dis que c'est hyper grave, c'est hyper grave. Est-ce que toi, oui, c'est hyper grave. Tu as eu des pensées? Pardon? Tu as eu des pensées? Oui, je sais pas. Mais j'en ai eu. Là, tu les comptes plus, il y en a eu beaucoup, j'imagine. Oui, ça dure dans le temps. Hein. C'est-à-dire que c'est pas juste une fois. C'est-à-dire qu'il y a un état, comment je peux dire, un état mental, une faiblesse qui s'installe. On est au creux, et ce creux, il dure plus ou moins longtemps. Donc oui, ce genre de pensées-là, je les ai eues aussi. Est-ce que tu t'es senti atteint dans ta dignité humaine? J'en avais plus. Tu n'en avais plus. En fait, ta question, elle est parlante parce qu'en fait, si je me pose la question réellement, j'en avais plus à ce moment-là. Je méritais pas. Et je méritais pas. Je méritais ce qui m'arrivait quelque part parce que j'arrivais pas à me défendre, parce que j'étais pas bon, parce que je valais rien, quoi. Donc toi, tu as intégré l'idée que tu étais ce qui. Ah oui, que j'étais nul et que finalement, ce qui m'arrivait, c'était bien fait pour ma gueule, quoi. Ouais. Après, j'imagine qu'il y a plein de façons de réagir, mais en tout cas, moi, c'était ma façon, quand j'étais vraiment dans le creux, c'était ma façon de réagir. Mm-hmm. Bon. Après, ce que j'ai fait... Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Donc après, ce que j'ai fait pour me protéger en discutant avec ce délégué syndical qui est un type exceptionnel. Je suis pas pro-syndicat du tout. Moi, quand la France est bloquée par les stations-service qui sont fermées, ça me gonfle. Hein, pardon. Mais ce gars-là qui travaille pour un syndicat comme ça, il est exceptionnel. Et
La seule chose que j'ai pu faire grâce à lui, c'est me mettre à l'écart. Donc, je me suis mis en arrêt. 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur 5 ans de travail, j'ai été 3 ans en arrêt. 3 ans. C'est ta Ça m'est famille, jamais arrivé. Hein. n'est-ce pas? C'est de la protection. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand on subit un problème quel qu'il soit, et que c'est en rapport soit avec des personnes, soit avec une situation, soit avec un lieu, ou peu importe, il faut s'éloigner je dirais, de cette exposition malsaine dans mon cas. Mais il est important de se protéger. C'est le seul moyen que j'avais. Parce que j'y serais retourné, ça aurait été catastrophique. Ouais. Alors, les menaces au travail, c'est pas quelque chose de récent. Voilà. Ça a toujours été à travers le monde. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Mais il y a un nouveau phénomène qui est apparu depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle, et c'est assez désastreux dans plusieurs environnements de travail toxiques, c'est la disparition de la solidarité, entre les employés. Parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on parle de quelques années, peut-être une dizaine d'années, les employés voyaient de façon visible le harcèlement et en fait, il y avait une espèce de solidarité autour de l'employé qui est remis en question, même par la hiérarchie, tu vois. Et aujourd'hui, on insiste à un phénomène où il y a une perte de cette solidarité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a plus de solitude, d'isolement, de sentiments d'exclusion et de rejet. Alors, une partie de mon équipe qui m'a toujours soutenu. Véritablement, j'ai quand même des gens qui m'ont soutenu. Et évidemment, ce délégué syndical, également le médecin du SMU que j'ai été voir, cours médical d'urgence, et l'ancien responsable du SMU. Je le connais malheureusement bien, et ce gars-là, ce médecin m'a aidé. Il m'a aidé à m'abriter de tout ça. Est-ce qu'ils t'ont soutenu ouvertement vis-à-vis de ta hiérarchie ou est-ce qu'ils avaient... Non, très clairement non. Il y avait cette peur de pas pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Il y avait cette peur de se retrouver en tête à tête avec le N+1. Voilà, c'est quelqu'un qui est violent dans ses mots, qui est violent dans ses paroles. Bon, très clairement, je pense qu'aujourd'hui, si je me retrouvais confronté à ce genre de personne ou à cette personne en particulier, j'aimerais bien me retrouver face à face pour lui dire ce que je pense de lui sincèrement, avec une profonde sincérité. Je le dirai pas ici parce que ça n'est pas la place, mais j'aimerais bien lui dire ce que je pense de lui. Peut-être ça arrivera au tribunal. Je peux pas le dire. Non. Non, mais voilà, ce que je pense de lui, je lui renverrai ce que j'ai subi, etc. Pour être très clair. Il y a un retour de bâton, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas totalement clôturé par rapport à ça. Qu'est-ce que le programme Phoenix t'a apporté justement suite à ces violences psychologiques, Rémi? Alors, il y a quelque chose d'assez énorme, c'est-à-dire que ça m'a permis de me recentrer. Notamment, il y a une séance où tu as travaillé sur l'alignement et ça a été assez énorme pour moi, c'est-à-dire que ça, non seulement je l'ai senti, mais j'ai pu ressentir pour la première fois vraiment, c'est-à-dire c'était centré et aligné vraiment au bon endroit. Et là, je vais vraiment à l'essentiel. Hein. Il y a eu plein d'étapes intermédiaires, évidemment, mais cette sensation-là d'alignement intérieur, d'ancrage, de stabilité a été d'une grande aide, vraiment d'une grande aide. C'est-à-dire que ça m'a permis vraiment de me stabiliser. C'est comme un arbre qui n'avait pas de racines, ben là, d'un coup, j'en ai eu quand même plus, et ça m'a aidé à me stabiliser, voilà, être plus droit. Plus résilient, plus résistant. Bon, de toute façon, cette histoire-là, maintenant, pour moi, c'est du passé. J'ai heureusement quitté l'entreprise depuis... ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc, je suis plus soumis à ce problème-là.
Mais le programme Phoenix m'a aidé à effectivement non seulement à comprendre ce qui s'était passé. Alors au niveau physique, je l'avais déjà puisque j'ai beaucoup travaillé dessus auparavant, mais j'avais pas développé l'aspect ou l'impact que ça aurait pu avoir. Je n'avais pas conscience de l'impact que ça avait pu avoir sur moi. Donc le programme Phoenix m'a aidé à me recentrer et je me suis dit ah bah oui, il manquait tout ça, donc forcément je pouvais pas être bien ancré. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres séances, des consultations à vraiment aider à avoir aujourd'hui cette sensation de bien-être que tu as? Oui, la deuxième chose vraiment hyper importante pour moi, ça a été le travail qu'on a fait par rapport à mes parents. Parce que là aussi, j'avais eu comme de grosses difficultés vis-à-vis de ma mère. Et tu m'as demandé de faire un travail très simple, mais que je n'avais jamais fait, c'était d'écrire une lettre à mes parents. Une lettre pour mon père, une lettre pour ma mère. Et du coup, ça m'a permis de poser des mots, des sensations, de poser tout ça sur du papier, d'écrire tout ça et de le rendre, de me rendre compte finalement de mon passé, d'où je viens quelque part. Parce que c'est des choses que j'avais un peu mises de côté. Et c'est important parce que se rendre compte de d'où on vient, parce que bon, voilà, avec ma mère ça n'a jamais été évident. C'était très important pour moi de l'intégrer à ce moment-là. Et ce courrier, même si je lui ai pas envoyé, il est écrit et c'est vraiment pour moi comme si je lui avais envoyé. Il est parti. Voilà. À mon père, pour mon père aussi, mais c'est surtout vis-à-vis de ma mère que j'avais quelque chose à régler.